parti. Oh, on peut commencer à 18, dans 5 minutes. Gloria? Oui, dans 5 minutes, c'est mieux. OK, le temps que d'autres personnes se connectent rapidement, oui.
Bonsoir à tous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de nous rassurer que vous nous attendez en écrivant les fiches dans les chat box, s'il vous plaît. Alors, vous écoutez? Oui, oui. D'accord. Merci. Donc, on a passé. On va parler. On va d'abord commencer par pas vraiment et après ça, allô, toi, là, j'ai des échos que je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas dans les cas En tout cas, chez moi,
J'attends, mais c'est faible. Je ne sais pas si les autres arrivent à bien attendre. Allô, allô? Là, ça Est-ce que marche là, maintenant. là, ça marche mieux? Oui, Puis là, ça marche très bien. Ah, ok, c'est bon. Désolé alors, je m'excuse, hein. Désolé. La technologie a ses caprices, hein. Donc, on peut reprendre la présentation. oui. Je repartage mon écran. En tout cas, confirmez-moi si vous voyez mon écran. On ne puisse pas encore continuer à parler dans les vides. Ça va, on peut avancer, c'est bon. Oui, là, Ok, c'est on très voit bien. votre écran sans problème. Ok, c'est très bien. Donc, je disais encore une fois merci au chapitre, hein, PMI RDC, qui nous a invités pour partager notre expérience, la gestion de projet. Et donc, le sujet du jour, c'est comment on peut arriver à booster l'innovation et par l'agilité dans la gestion des projets. Donc, comment est-ce qu'on peut catalyser l'innovation en utilisant les approches agiles de la gestion de projet. Donc, pour gagner le temps, nous passons vite au sommaire de notre présentation. OK, donc nous allons parler, d'abord, la première question sera pourquoi la présentation, et puis de deux, nous allons parler de l'innovation, et c'est pourquoi on va innover. Après cela, nous allons faire un aperçu rapide sur la gestion de projet et l'agilité. Ça ne sera pas vraiment un cours, donc on suppose que tout le monde autour de la table ici a une notion de gestion de projet, de l'agilité. Nous allons passer, après ça, nous allons aller à vif de notre sujet. Donc, nous allons sélectionner quelques pratiques de l'agilité et démontrer comment est-ce que cela constitue un catalyseur d'innovation. Parler des manifestes agiles, des valeurs et des principes agiles par rapport à Scrum ou les qualités des Scrum Master dans les modèles SAFe, dans les frameworks SAFe. Nous allons avoir quelques statistiques et puis enfin, nous allons conclure par comment adopter l'agilité et quels sont les défis pour l'adoption de l'agilité. Je me présente rapidement. Rapidement, c'est vraiment un summary. Et je ne pense pas que je suis tellement nouveau pour le chapitre. Donc, je m'appelle Maeshe Laurent Camps. Je suis membre du chapitre PMI, RDC. Et je suis certifié PMP depuis 2014. Je suis certifié discipline Agile Scrum Master depuis 2021. Je suis certifié ITIL Foundation 4, c'est dans la gestion des services informatiques depuis 2015. Je venais d'avoir une certification c'est pratiquement un short course sur l'intelligence artificielle de la gestion de projet. Donc, on essaie juste d'avoir quelques éléments sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans la gestion de projet. Je suis certifié TOGAF. TOGAF, c'est un framework d'architecture d'entreprise. TOGAF 1. Il y a TOGAF 1 et TOGAF 2. Et enfin, je suis certifié ISO 27001, Lead Implementer. C'est un standard dans la sécurité des systèmes d'information. En passant, je suis aussi certifié Orange Project Manager, certification du groupe Orange. Je viens de me certifier en Digital Money. Digital Money, c'est mon nouveau métier. Donc, je suis depuis pratiquement 3 ans dans la monnaie digitale. Donc, je devais essayer d'avoir quelques connaissances réelles sur la monnaie numérique. Et présentement, je prépare un exécutif master, un exécutif MBA, où je travaille dans l'innovation et la technologie. Sur le plan professionnel, donc, de manière sommaire, voici mon modeste parcours. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur IT et système, c'est RTL. Après cela, j'ai été toujours chez RTL dans un contrat de service delivery.
Après IBM Global Service, j'ai rejoint la société Orange, Orange RDC, comme responsable infra et architecture IT. J'ai occupé aussi le poste de IN Vast Planning Design Manager, où on a dû piloter pas mal de projets. C'est des projets liés à la fusion avec Tigo. Et enfin, chez Orange, j'étais responsable bureau de projet, comme on dit en français, le bureau de projet, donc PMO, qui est département réseau. Et depuis bientôt 3 ans, je suis le Technical Delivery Manager de M-Pesa Africa pour Vodacom Congo. Comme expérience dans les volontariats, dans les bénévolats professionnels, donc comme je disais, je suis membre de PMI depuis 2014. Je suis membre fondateur, cofondateur du chapitre PMI RDC. On a fondé vers 2016-2017. Comme volontaire PMI, j'étais membre du Paper Review pour la conférence PMI Africa 2023 à Nairobi. Je suis pour le moment membre du comité de revue d'examen, l'examen CAPM et PMP. C'est un rôle de bénévolat, je pense, jusqu'au début 2024. Je suis aussi membre du Open Group architecte d'entreprise. Et enfin, je suis membre du réseau des agilistes africains. Le logo est là, Agile Africa. Donc, c'est une communauté africaine des agilistes qui se veut comme promoteur de la gestion de projets agiles. Les règles, comment nous allons pouvoir travailler. C'est vrai qu'on a déjà commencé, qu'on est déjà en retard, on a perdu pratiquement 10 minutes, mais on va essayer de récupérer. Donc, normalement, la conférence était prévue d'1 heure 30 minutes. Voilà comment on les a répartis. Donc, là, les premières 5 minutes étaient destinées au chapitre pour m'introduire et présenter les chapitres de manière sommaire et permettre faire la promotion du chapitre. Après cela, c'est la conférence. Donc, je me suis donné 1 heure 15 minutes pour pouvoir échanger avec vous, partager avec vous sur mon expérience par rapport à l'agilité. Pendant les 1 heure 15 minutes, nous allons pouvoir avoir des petits quiz pour pouvoir essayer un peu de vous faire aussi participer à l'échange. Ce n'est vraiment pas un cours, c'est un échange entre professionnels. Et après cela, à la fin, nous allons donner 10 minutes aux 5 premiers volontaires qui vont pouvoir accepter de nous partager leur expérience sur l'agilité. Si on prend 5 personnes, donc on a 2 minutes pour chacun, pouvoir activer son micro, pouvoir nous partager en 2 minutes son expérience dans l'agilité. Et la session est enregistrée par les chapitres PMI, RDC, et qui vont pouvoir partager l'enregistrement. Par rapport aux questions, moi je pense que la bonne approche, si quelqu'un a une question, au lieu d'interrompre les débats, il peut les mettre dans les chat box. Et à la fin de la conférence, on va pouvoir aller dans les questions et pouvoir essayer d'échanger sur ces questions-là. Voilà. Donc, pour commencer, il y a un premier quiz. On prend 2 minutes dessus. Je vous donne le quiz. Donc, c'est quoi la question? C'est juste vous répondez à la première question, d'où vous connectez. Et puis, la deuxième question sera de quelle activité vous êtes. Activité, ça peut être, on est IT développeur, on est freelancer, ainsi de suite. Donc, permettez-moi de vous partager les codes. Rapidement. OK.
Donc, vous allez sur Slido, slido.com, www.slido.com. OK? Et avec votre mobile, c'est facile. Et puis, vous mettez ces codes. Vous allez voir les questionnaires sur votre écran et vous répondez rapidement. Je vous partage l'écran des... Vous avez reçu les codes, les slido.com. Donc, c'est rapide. Donc, slido.com. Et vous avez les codes. C'est les codes qui vous permettent de participer. Avec votre mobile, c'est rapide. Je vois déjà 2 personnes connectées. Je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter. Ceux qui les peuvent scanner ce QR code. Ça va vous donner directement. Vous voyez le QR code devant vous? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous connecter. Et pour aller vite, carrément, vous pouvez écrire dans le chat window de quelle ville vous connectez et de quel domaine vous êtes. C'est juste pour vous permettre de vous faire participer à la conférence. Donc, de quelle ville vous connectez et de quel domaine vous êtes. Voilà. Le QR code, il est là pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas pu se connecter. Apparemment, certains ont du mal à se connecter. Et on peut carrément les recueillir dans les chat box pour aller vite. Donc, continuons notre conférence. Le premier point, la première question qui revient ici, c'est pourquoi cette présentation? Cette présentation va essayer de répondre à des questions principales. La première question, c'est pourquoi on doit innover? Et la seconde question, c'est comment est-ce qu'on utilise l'approche agile dans la gestion de projets pour catalyser l'innovation, pour booster l'innovation? C'est les 2 questions principales auxquelles nous allons essayer de répondre. Normalement, il y a une autre question, notre quiz. Et apparemment, vous avez du mal à vous connecter. Donc, je vous demande carrément de quitter le chat box, de répondre à cette question. Lorsque vous entendez l'innovation, qu'est-ce que ça vous dit en un seul mot? En un seul mot, innovation, tout de suite, on va voir nouveauté, on va voir invention. Et dans l'innovation, il y a l'innovation, il y a la nouveauté, il y a l'invention, il y a valeur. Il y a beaucoup de mots qui vont revenir, en fait, quand on voit innovation. Pourquoi est-ce que c'est quoi l'innovation? L'innovation est définie de plusieurs manières. Essayons de garder les standards. Il y a ISO qui essaie de définir l'innovation comme étant une entité nouvelle ou modifiée, réalisant ou distribuant de la valeur. Il y a les 2 mots nouvelle et valeur dans l'innovation, suivant les standards de ISO. Donc, comme je l'ai dit, vous allez participer, vous allez vous rendre compte que beaucoup de mots reviennent dans l'innovation. Il y a la création, il y a nouveauté, il y a amélioration, il y a idée, il y a valeur, il y a changement. Il y a plein de mots qui reviennent dans les définitions de l'innovation suivant les auteurs. Il y a des critères. Certains auteurs ont fixé des critères d'innovation. Certains ont fixé 5 critères d'innovation. Donc, dans quelles conditions on parlera de l'innovation? Ici,
ici, qu'est-ce qu'on a? Le premier critère, c'est de résoudre un problème. Deuxième chose, accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise, d'un business, d'une organisation. Troisième chose, c'est créer une différenciation avec la concurrence. Nous allons le voir plus tard. Quand on dit, quand on va pouvoir se poser la question pourquoi il faut-il innover, on va se rendre compte que l'innovation fait partie des stratégies pour pouvoir créer une différenciation avec sa concurrence. Et l'autre critère, c'est pouvoir améliorer l'image de marque. Donc, on peut aussi innover dans l'objectif de pouvoir améliorer son image vis-à-vis de son public, de sa clientèle. Là, nous avons pratiquement 4 types d'innovation. Donc, il y a une innovation qu'on appelle innovation incrémentale. Donc, c'est quoi en fait? On part d'un produit qui existe et on y travaille pour l'améliorer. L'améliorer dans le sens d'ajouter sa valeur ou de pouvoir améliorer sa qualité. L'amélioration adjacente, là, c'est l'utilisation de l'existant pour l'adapter à un nouvel usage. Donc, on a conçu un produit et on se rend compte qu'on veut pouvoir modifier son usage. Là on parle d'une innovation adjacente. On parle d'innovation descriptive. On part de l'existant, on le simplifie pour faciliter son usage. C'est aussi une amélioration. Ça peut être une innovation qui réduit la qualité ou réduit les capacités, mais c'est aussi un type d'innovation. Et le dernier type d'innovation, c'est l'innovation radicale. C'est pratiquement un nouveau produit qu'on va pouvoir déployer, qu'on va pouvoir lancer. C'est vraiment radical. OK. Passons à l'autre question. L'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on doit innover? On parle d'une différenciation avec sa concurrence. Voilà. Ici, je partirai sur l'analyse des porteurs. Je pense que porteur, ce n'est plus un personnage à présenter dans le monde du business management ou des stratégies. Donc, porteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un modèle. Ça date des années 80-70. C'est un modèle qu'on appelle modèle d'analyse concurrentielle, où il définit 5 forces. On appelle modèle des 5 forces des porteurs. Une analyse qui permet à une organisation de pouvoir analyser au fait les forces qui sont autour en présence et pouvoir ajuster sa stratégie. Et ce modèle, il a 5 forces. Donc, il y a la première force, c'est la substitution, les produits de substitution. Il y a les pouvoirs de négociation des fournisseurs. Il y a les menaces des nouveaux entrants sur le marché. C'est une analyse qui s'est faite par une organisation pour pouvoir analyser son entourage, pouvoir adapter sa stratégie concurrentielle. Il y a la force, le pouvoir de négociation des clients. Et puis, enfin, il y a une concurrence intrasectorielle. Donc, il essaie d'analyser les autres entreprises, organisations qui sont dans le même secteur que lui. Qu'est-ce qui va attirer notre attention ici par rapport à l'innovation? Parce qu'on parle d'innovation. On se rend compte qu'il y a 2 forces que Porter a définies, concurrence intrasectorielle et menace de nouveaux entrants. Pour ces 2 forces, Porter a donné une des stratégies, c'est la différenciation, qui va pouvoir donner un avantage concurrentiel. Ça veut dire quoi? Pour ces 2 forces, concurrence intrasectorielle, donc concurrence, donc c'est concurrencer, c'est comparer aux autres organisations qui sont dans le même secteur que vous, ou essayer d'anticiper les nouveaux entrants qui vont pouvoir vous entrer sur le même marché que vous, sous le même produit. Donc, Porter nous donne une stratégie qui est la différenciation. Et dans la différenciation, il y a 2 choses. Il y a soit on fait une différenciation sur le prix, ou soit on fait une différenciation sur le produit ou le service
qu'on doit innover. Donc là, on voit tout de suite que dans la stratégie que Porter nous propose ici, pour pouvoir rester sur le marché concurrentiel avec ses concurrents directs sur le même marché, même produit, ou en perspective de nouveaux entrants, c'est pouvoir faire une différenciation, soit le pricing, sous le prix, être le moins cher ou être plus cher, ou soit sur le produit. Donc, créer un service différent des autres concurrents. On le voit aujourd'hui quand vous prenez un téléphone Apple et un téléphone Samsung Android. C'est deux téléphones qui sont utilisés pour communiquer, mais ils sont très différents. Le design est différent, le système d'exploitation est différent. Donc, ils ont joué sur la différenciation. Et donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'innovation, il va permettre de créer cette différenciation sur le même marché. Nouveaux entrants ou les concurrents qui sont déjà sur le marché. Donc là, nous tenons un point. On va innover pour créer une différenciation avec ces concurrents existants ou concurrents à venir. Avantage concurrentiel qu'il faut pouvoir créer grâce à l'agilité, grâce à l'innovation, désolé. Il y a un auteur, c'est un professeur d'université, je pense un Chilien, mais qui est professeur à Harvard. Il a beaucoup écrit sur l'innovation et depuis un temps, j'essaie de lire beaucoup d'articles qu'il a écrits. Je travaille sur l'innovation et technologie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'innovation est devenue aujourd'hui comme les carburants pour la croissance. Donc, si une entreprise, une organisation arrête d'innover, il est à court de carburant et il arrête de grandir. Et on se rend compte aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'on traite de VUCA, VUCA-WOT, un monde volatile, très incertain, très complexe, très ambigu. Tout est rapide, tout est rapide. Surtout qu'on est piloté, on est drivé par les numériques. Donc, tout est rapide. Et c'est dans ce contexte-là que Gary Hamel, il traite l'innovation des carburants. Donc, pour la croissance. Tu n'innoves pas, tu seras en manque de carburant et tu vas arrêter de grandir. Donc là, on comprend vite tout de suite que l'innovation, c'est comme du carburant et les entreprises doivent continuer à innover, continuer à créer une différenciation avec sa concurrence pour pouvoir exister sur le marché. On va les voir plus tard, des exemples d'entreprises qui ont carrément cessé d'exister parce qu'ils ont cessé d'innover. Il y a un autre chercheur, un théoricien Darwin, c'est un Anglais. C'est vrai que sa théorie date des années. Et c'était une théorie qui était avancée sur une théorie qui était une théorie basée sur le règne animal, où il disait les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais les espèces qui s'adaptent au changement. Qu'est-ce que je vais dire ici? En fait, on prend cette théorie de Darwin, on la mène dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette vitesse, cette rapidité dans laquelle nous vivons, l'incertitude, les lendemains, les demain de la technologie, on ne connaît pas. Et donc là, cette théorie qui était applicable au monde animal semble s'appliquer aujourd'hui au monde des entreprises. C'est pratiquement une suite de ce que Amal nous a dit. Vous n'innovez pas, vous manquez de carburant, vous manquez de grandir et vous êtes dépassé par la concurrence. Donc là, nous voyons tout de suite les slides suivants. Ça va dire beaucoup. C'est des exemples d'entreprises qui ont existé, qui ont prospéré à une époque, mais parce qu'ils ont cessé d'innover, ils ont cessé de créer, ils ont cessé d'appliquer l'analyse des porteurs par rapport à la concurrence, par rapport aux entrants, et ils ont pratiquement disparu.
prenons ici la première image. Nous avons Kodak. Kodak, c'est une société qui a fait beaucoup d'argent dans les années 90 avec des films pour appareil photo. On dit ici qu'en 96, Kodak avait un capital de milliards de dollars, 28 milliards de dollars, avec plus de 140 000 employés. En 2012, il a carrément fermé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des entreprises comme Instagram, créées en 2012 et qui sont en train de monter avec une puissance phénoménale. Prenons la deuxième figure. Là, c'est des images prises pêle-mêle. Nous avons, c'est pour paragrapher ce qui vient de suivre, les fabricants d'appareils photo, ils n'ont plus le même chiffre d'affaires ou le même revenu qu'aujourd'hui avec l'arrivée des smartphones, qui peuvent prendre photos, prendre vidéos. Les fabricants de radios, s'ils sont restés dans les mêmes modèles business de l'époque où les radios s'achetaient comme des petits pains, ils ne peuvent plus avec la technologie aujourd'hui. Soit ils se convertissent, ils évoluent, ou soit ils disparaissent. Je vais parler de ça après, le deuxième slide. Ça, c'est un autre modèle, un autre exemple qui démontre comment est-ce que les entreprises qui n'innovent pas, ils meurent s'ils ne s'adaptent pas. Les taxis classiques aujourd'hui sont concurrencés par des phénomènes Uber, il y en a plein aujourd'hui, qui sont en train de concurrencer les taxis classiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Soit tu es taximène qui t'adapte, tu essaies d'entrer dans ces jeux, dans ce monde, ou soit tu n'as plus la clientèle, tu perds ta part de marché. Il y a un rapport, c'est le rapport des magazines, qui est dans un magazine américain, les magazines Fortune 500, c'est un magazine américain qui publie annuellement les 500 entreprises prospères des États-Unis. Ce rapport-là, il est très parlant. Je vais vous envoyer le lien, vous allez trouver le détail. Mais qu'est-ce que ce rapport dit? Ce rapport nous dit, quand on prend le rapport qui a été publié en 1955, donc les 500 entreprises prospères des États-Unis, comparé avec les rapports publiés par ce même magazine en 2021. On constate quoi? On constate que 80% des entreprises qui étaient dans la shortlist de Fortune 500, le magazine, 80% des entreprises qui étaient dans les magazines en 55 ont disparu de ces magazines en 2021. Dans le détail, qu'est-ce qu'on a? Il y a un groupe des entreprises qui ont existé dans les magazines, dans les top 500, depuis 1955 en 2021. Parmi ces entreprises-là, il y a Boeing, les fabricants des avions, et ils participent aussi à la fabrication des fusées. Nous avons General Motors, nous avons IBM, nous avons Palmolive, Colgate-Palmolive, nous avons IBM aussi. Il est parmi les entreprises qui sont dans les magazines depuis 1955 jusqu'en 2021. Mais les gens ont oublié que 80% des sociétés qui étaient en 1955 n'ont plus existé en 2021. Et qu'est-ce qu'on constate en 2021? Les mêmes rapports. On constate que les mêmes rapports, en 2021, il y a des nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants, ils n'ont pas figuré en 1955. Et parmi ces nouveaux entrants, les top 500 des entreprises prospères des États-Unis, nous avons Amazon, Facebook, Netflix, Google, Tesla, Apple. Là, vous comprenez déjà l'apport de la technologie qui a une évolution exponentielle. Je vais vous envoyer dans les chat box
les liens pour trouver ce rapport. Quand vous allez sur Internet, mettez magazine Fortune 500, il va vous donner ce rapport année par année et vous allez voir comment est-ce que c'est vraiment phénoménal. Les entreprises disparaissent. Donc, c'est pratiquement la théorie de Darwin qui s'applique, quoi. Je vous partage les liens, vous allez voir. Le suivant, c'est une autre école, un autre cas d'école. Blockbuster contre Netflix. En fait, Blockbuster, c'est une société américaine qui était spécialisée dans la location des cassettes vidéo, les VHS de l'époque. Sûrement que les amis qui sont nés en 2000, ils ne connaissent pas c'est quoi une cassette vidéo. Nous, on l'a connu. Donc, Blockbuster, c'est une société qui a fait des millions de dollars dans la location des cassettes vidéo. Et c'est vrai qu'il a un peu évolué. Il est passé dans la location des DVD. Mais son core business, c'était location des cassettes VHS. On nous dit qu'en 2004, la compagnie comptait plus de 25 000 employés. Et vous savez qu'en 2014, l'entreprise a fermé. Regardez ce que les CEO de la compagnie disaient en 2008. Ils disaient, nous ne voyons ni Redbox, ni Netflix dans notre radar en matière de compétition. Il s'est vraiment trompé. Donc pour lui, à son analyse à lui, son business, des millions de dollars, location de cassettes, ça allait durer indéfiniment. Il n'a pas cherché à innover, il n'a pas compris. Donc, c'est ce qu'on a dit là, le monde est devenu VUCA, très complexe, très volatile, très rapide, dans lequel il faut s'adapter. Donc, le CEO, il s'est vraiment trompé parce qu'en 2014, l'entreprise a fermé. Et Netflix est monté au-dessus en termes de chiffre d'affaires. C'est encore un exemple. Tu n'innoves pas, tu manques de carburant, tu arrêtes de fonctionner et tes concurrents te dépassent, tu fermes. Il y a une autre quiz ici. Malheureusement, vous n'avez pas accès à l'outil Slido. C'est vraiment un outil intéressant. Qu'est-ce que je voulais au fait demander ici? C'est 4 questions simples. Je suppose que tout le monde a compris pourquoi il faut innover. L'innovation, c'est du carburant pour les entreprises, les organisations. Tu n'innoves pas, tu disparais, la concurrence te bouffe. Donc, c'est une raison de plus d'innover. On a vu les rapports, les magazines Fortune américains qui publient les entreprises les plus prospères des États-Unis. 80% des entreprises qui étaient prospères, 80% je vous dis, étaient prospères en 1955, ont disparu en 2021, complètement disparu. Ceux qui ont pu résister sont transformés, ils ont innové pour pouvoir s'adapter à ce monde qui est dynamique, qui est drivé par la technologie. C'est le cas de IBM qui a résisté. C'est le cas de General Motors. C'est le cas de Boeing. Boeing qui a participé à des projets comme Apollo, puisqu'aujourd'hui il existe. Mais d'autres sociétés de l'époque, de son époque, n'existent plus. Donc maintenant, ici, la question qui nous revient, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut innover? Quel type d'organisation on doit mettre en place pour pouvoir innover? Quel leadership nous devons mettre en place pour innover? Quelles compétences il nous faut pour innover? Et quelle attitude devons-nous avoir en tant que personne ou en tant qu'organisation pour innover? Si vous permettez, si vous pouvez participer en partageant des idées sur les modèles d'organisation, de leadership, des compétences qu'il faut pour innover. Vous pouvez écrire dans les chat box. Je pense que tout le monde peut
tout le monde peut écrire. Je vous donne 2 minutes et ça fait une petite pause. Donc, la question est de savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut comme compétence, comme organisation, pour pouvoir innover. Et je pense la bonne façon, si on peut pouvoir écrire dans le chat window, comme Slido ne semble pas... Vous arrivez à... Monsieur Espérant, je ne sais pas si vous pouvez plutôt écrire dans le chat window. J'espère que tout le monde a accès au chat window. Non, malheureusement, on ne sait pas écrire dans le chat window. Oh là là. Grâce, est-ce qu'il y a moyen de donner accès à tout le monde le chat window? Je ne pense pas que je peux modifier cette règle-là. André, je ne sais pas si grâce est sur l'école. C'est question de donner à tout le monde le chat window, comme on ne sait pas utiliser les Slido. Allô, allô? Gloria? André, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du chapitre qui peut donner accès à tout le monde l'espace de chat. Il y a l'espace qui est ouvert. Allô? La partie des questions. Allô, allô? OK. Il y a moyen Oui, d'activer le chat window? Oui, voilà, on peut poser maintenant la question, ça va. Dans le chat window. Hein? Oui, c'est maintenant possible. OK. Qui peut avoir... Le chat window est désactivé. C'est toujours désactivé? Monsieur Espérant, je ne sais pas si Oui. vous arrivez à écrire maintenant dans le chat window. Attendez, je tente d'écrire. Oui, c'est activé. Il faut aller dans les QR. C'est le QR qui est activé. Alors là, on écrit poser la question. Vous cliquez sur poser une question. C'est le QR. Ah, c'est qui est activé. OK. Bon, on peut exploiter ça. Donc, la question est simple. On essaie de voir, je pense qu'on semble comprendre le pourquoi d'innovation, pourquoi il faut innover. Donc, ici, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme organisation pour innover. Quel type de leadership doit-on utiliser pour pouvoir l'idée, diriger une équipe d'innovateurs? Quelles sont les compétences requises pour innover? Et enfin, quelles attitudes en tant qu'humain ou en tant qu'organisation faut-il avoir pour pouvoir innover? Donc, je vous laisse écrire dans peut-être la partie des questions, comme on l'a dit, et on peut continuer. OK. OK, donc, le slide suivant, il essaie de donner une réponse. Une réponse, c'est vrai que c'est discutable, c'est vrai, mais c'est une piste de solution. Donc, ici, c'est pratiquement la conclusion pour la partie c'est quoi innovation, pourquoi innover. On conclut en voulant mettre en place une organisation, construire une équipe qui va pouvoir innover. Sur le plan sommaire, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a
on vise à avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Il faut avoir une capacité en tant qu'organisation de pouvoir innover. Et pour avoir cette capacité d'innovation, il y a 4 leviers, ou disons 3, je peux dire 3. Une culture qui permet d'innover. Les ressources, je pense qu'on peut pouvoir combiner les deux. Ressources et compétences peuvent aller ensemble. Donc, il y a la culture, les ressources ou les compétences qu'il faut avoir. Et puis, enfin, il faut mettre en place une organisation capable d'innover. Je parle encore de Gary Hamel, qui est vraiment un grand influenceur dans les domaines d'innovation et l'organisation d'aujourd'hui. Dans son article The Future of Management, il parle de 3 leviers. Il parle le premier levier, il parle d'accélérer considérablement le rythme du renouvellement stratégique. Là, on peut m'étendre l'idée de ne pas se limiter à la stratégie, de renouveler les process opérationnels, tactiques, d'être à l'écoute. Donc, pratiquement de l'amélioration continue comme culture. Deuxième levier, deuxième piste qu'il donne, c'est de faire de l'innovation l'affaire de tous. On a une organisation, on a une entreprise, on veut innover, il faut que l'innovation soit une affaire de tout le monde. Et puis le troisième levier de Hamal, dans son article The Future of Management, il parle de l'environnement de travail. Pour lui, il faut arriver à créer une organisation capable d'innover. Donc là, on fait vite allusion au leadership. Donc, il dit qu'il faut aussi penser à appliquer un leadership capable de pousser les équipes à pouvoir innover. On va le voir dans la suite. En fait, ces trois leviers ici, c'est pratiquement notre hypothèse pour le vif de notre sujet. Il nous reste à peu près 30 minutes. Je pense qu'on aura le temps d'aller dans le vif du sujet en prenant ces 3 leviers comme notre hypothèse de départ. Donc, passons au prochain chapitre, avant d'entrer dans notre vif du sujet, le projet. Comme je disais, on peut peut-être rentrer ici. On veut créer un avantage compétitif, concurrentiel. On a vu qu'il faut créer une capacité d'innovation pour une organisation, une entreprise. Et après, on voit qu'il y a au moins 3 leviers principaux, 3 ou 4, ça dépend. La culture, pour innover, pour avoir la capacité d'innover, les ressources, compétences et ressources, et puis l'organisation. On est un projet. Ici, on est venu parler de projet. Comment arriver à créer, comment arriver à innover par l'agilité comme approche de gestion de projet. Donc, les questions peuvent se poser autrement. Comment créer une culture pour innover dans un projet? Quelles sont les ressources requises dans un projet pour innover? Et comment organiser une équipe pour pouvoir innover? Donc, passons au projet. Le projet. Projet. Tout est projet. Tout est projet. Les définitions sont là. Définition classique, c'est quoi? Définition classique, un projet, c'est une entreprise temporaire qui a un début et une fin. Donc, il y a la notion de temps. On commence un projet, on finit. La notion d'étape par étape, on peut les segmenter en phases.
construit une maison, on achète un terrain, on obtient autorisation de bâtir, on trouve un architecte qui fait un plan, on a les plans, on les segmente aussi, on construit une fondation, on élève les murs, on fait la toiture, on fait ainsi de suite, on fait la peinture, on fait la finition, ainsi de suite. On peut les faire exécuter par phase. Il commence, il finit. Il y a un livrable, il y a un résultat unique. Pourquoi on dit unique ici? Il faut faire attention. Une fabrique de voitures, ce n'est plus un projet. Il a été projet au début, et après, il n'est plus un projet. Ça devient un truc opérationnel. Donc, c'est une fabrique, c'est une routine, quoi. Ce n'est plus un projet. Je vais revenir sur le premier point, temporaire, parce que c'est un peu discutable. On a des standards. Les standards ont défini. On est dans l'école de PMI. La Bible de PMI, c'est le PMBOK. Il définit un projet comme étant un effort temporaire, entrepris pour créer un produit, un service, un résultat unique. Presto, c'est notre modèle, c'est notre framework ou méthode de projet, comme certains peuvent le dire. Il dit un projet, c'est un environnement de gestion, management environment, créé avec un objectif de délivrer un ou plusieurs produits métiers correspondant à un besoin métier, business case. C'est le Prince 2, c'est un modèle anglais. ISO 21500, qui est un standard sur lequel PMBOK est aligné. Je pense Prince aussi, et d'autres méthodes de projet sont alignées à ISO. Il définit un projet comme étant un ensemble unique de processus consistant à des activités coordonnées, contrôlées avec des dates de début et de fin, exécutées pour réaliser une tâche du projet. On voit la récurrence, début, résultat, étape par étape, et ainsi de suite. Ici, il y a un élément nouveau. La valeur. Dans les PMBOK 6, il met de moins en moins l'accent sur la valeur. Les PMBOK 7 commencent à introduire la notion de valeur. Au jour d'aujourd'hui, avec l'agilité, qu'est-ce qu'on voit avec la valeur? Donc, dans la définition projet, il y a une notion de valeur qui s'ajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un projet doit apporter de la valeur à cet utilisateur. S'il ne l'apporte pas, on dirait que le projet a échoué. Regardez ici. Ici, nous avons ce qu'on a appelé les triangles, les fameux triples contraintes. Ces triples contraintes ici, c'est pratiquement la synthèse de la définition classique du projet. Donc, qui même drive, il définit même la réussite ou l'échec du projet. Donc, un projet, il respecte le scope, il respecte les coûts, il respecte les timelines, il est réussi. La définition classique du projet. Le contrôle se base de ces trois contraintes-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a un élément qui s'est ajouté, c'est la valeur. La valeur s'est ajoutée. C'est quoi la valeur? La valeur est définie comme AFNOR. AFNOR, c'est une agence française de normalisation. C'est pratiquement, la valeur, c'est le rapport entre utilité et coût. Ça veut dire quoi d'autre terme? Ça veut dire que les chefs de projet, un projet doit pouvoir apporter de la valeur à ses consommateurs. En plus de tout ce qu'on a dit, scope, coût, timeline. La valeur devient une autre condition pour pouvoir estimer l'échec ou la réussite du projet. Et c'est là qu'on a un triangle qui a été revu, qu'on a appelé Agile Triangle. Il y a la valeur, il y a les contraintes. Les contraintes, c'est les coûts, c'est les timelines, c'est les scopes. Il y a les qualités intrinsèques, la qualité.
c'est un nouvel élément qui s'est ajouté. Je suis sûr que dans les PMBOK à venir, peut-être les PMBOK 7, et il n'a pas dit clairement dans la définition du projet, mais les PMBOK à venir, ils vont pouvoir ajouter la définition, je suis sûr, de la valeur. Parce que la valeur, ça change tout aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Et vous construisez un pont sur une rivière, et pour plusieurs raisons, soit on n'a pas bien estimé le niveau d'eau pendant la saison des pluies, on a sous-estimé peut-être, et au bout de compte, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il pleut, le pont est sous l'eau. Donc le pont n'est plus utilisé. Alors que ce pont-là, quand on l'a construit comme projet, il faut respecter les délais, les coûts, et les spécifications telles que définies au départ étaient respectées. Mais on se rend compte que ce pont, il n'est presque pas utilisable. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, le pont est sous l'eau. Là, ça revient de l'utilité. Donc, on peut revenir pour remettre en cause la réussite de ce projet-là. Parce qu'il n'apporte pas la valeur à ses utilisateurs, à ses consommateurs. Et pour les questions, je pense qu'il serait mieux de les poster dans la zone des questions et on va pouvoir y revenir à la fin de la présentation. Essayons un peu de passer rapidement. Ce n'est pas vraiment un cours, c'est un échange. Les approches gestion de projet. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles d'approches gestion de projet. Nous avons les premières familles de gestion des méthodes, c'est les méthodes qu'on appelle les méthodes prédictives ou les waterfall, méthodes en cascade. C'est des méthodes classiques qui sont couramment utilisées où on peut prédire ce qu'on va livrer. On construit une maison, on a un plan, on a une maquette, on déroule le projet et au bout de l'échéancier fixé, la maison est livrée. Ça, c'est du waterfall. Donc, on peut prédire ce qu'on veut livrer. La valeur est calculée à la fin du projet. Les deuxièmes approches sont les approches agile. Les approches dites incrémentales ou itératives ou adaptatives. Le dessin qui est là, il donne les deux. Donc, dans la méthode cascade, c'est vraiment en cascade. C'est comme une sheet, quoi, un cascade. On définit les spécifications, les cahiers de charges, on commence à les designer, on développe, et puis on délivre. Sur un échéancier, 1 mois, 2 mois, ça dépend. Dans les approches agiles, ce n'est pas le cas. On délivre la valeur de manière incrémentale. Dans les méthodes cascade, la valeur sera livrée au consommateur à la fin. Projet d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année, c'est vers la fin que la valeur est là. Mais dans l'agilité, on essaie de délivrer de la valeur par itération. Des petites itérations, on adapte avec des feedbacks des clients, on adapte, on ajoute de la valeur, ainsi de suite. Donc, au début, si les clients on lui donne, par exemple, après itération, première itération, de 2 semaines, de 3 ou d'1 mois, on lui donne de la valeur, que je peux, par exemple, estimer valeur 10. Itération prochaine, on incrémente sa valeur, donc on ajoute des fonctionnalités, valeur 20, ainsi de suite, jusqu'à ce que les clients auront encore plus de valeur et suivant les cycles du produit qui sera défini. Et là, ici, se pose un challenge. Le challenge sera de comment est-ce qu'on définit ou comment est-ce qu'on fait le choix des approches à utiliser. Tout ça du projet. La grande question, c'est comment est-ce que j'ai choisi mon approche projet. C'est la question maintenant qui se pose. Et là, on a un modèle de Ralph Stacey qui nous facilite. Ralph Stacey, je pense que c'est un anglais, si je ne me trompe pas, doit être un anglais, un professeur britannique, qui a défini un modèle.
C'est un modèle qui nous permet de pouvoir essayer un peu d'estimer quelle approche utiliser pour quel type de projet. Quand on parle projet, on parle incertitude. C'est ça, projet. S'il n'y a pas d'incertitude, en tout cas, il n'y a pas de projet. Donc, ce modèle, il est basé sur ça. Il y a deux axes. Il y a un axe d'incertitude technique. Donc, la technique n'est pas maîtrisée de ce qu'on veut faire. Et l'autre axe, c'est l'incertitude des exigences clients. Donc, le client lui-même, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Donc, il explique ce qu'il veut, mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pratiquement ça. Donc, comme on est dans un monde d'incertitude, de projet, voilà, c'est vraiment un modèle parfait. Ce modèle, il a 4 états. Il y a le premier état, c'est l'état simple. On est ici. Donc, au début, donc ici, comprenez l'axe, comment il est. À l'approche de 0, la technique, l'incertitude est moindre. Plus on s'éloigne de 0, plus l'incertitude est grande. Donc, vers 0, la technique semble être maîtrisée. Plus on s'éloigne, la technique semble nous échapper. Pareil pour la certitude, côté client, exigence client. De ce côté, vers le bas, les clients semblent comprendre ce qu'ils veulent. Il vous dit, je vais construire une maison, voilà les plans. C'est clair. Les exigences clients sont claires. Plus on s'éloigne, plus les clients, il ne sait pas bien ce qu'il veut. Je veux un site web qui va pouvoir être dynamique, qui va... C'est vraiment un peu ambigu même pour le client lui-même. Voilà là où on sera. Donc, son cadran ici, il a les 4 zones. Il y a les zones, la zone simple, où la technique est maîtrisée, ou moins complexe. Les clients, on comprend ce qu'ils veulent. La deuxième zone, c'est la zone, on dit, compliquée. On commence à s'éloigner un peu de cette technique et les clients ne semblent pas aussi maîtriser ce qu'ils veulent comme exigence. Ça devient un peu complexe, compliqué. Et là, on commence à aller vers des méthodes adaptatives. Là, quand c'est simple, c'est prédictif. Les gars vous disent, écoute, moi je veux un pont de telle dimension, telle hauteur, voilà les plans, voilà l'échéancier, voilà les budgets. On est ici. On commence son truc, on le délivre et tout est fini. Quand on commence à monter, ça devient compliqué. Compliqué. On ne maîtrise pas la technique et les exigences clients ne sont pas aussi maîtrisées. Là, on commence à penser à des techniques adaptatives, hybrides. On peut mélanger les deux techniques, prédictives, adaptatives, pour faire du hybride. On monte encore davantage, ça devient complexe. Là, c'est complexe. Donc, exigence client ambiguë, technologie ou technique à utiliser ambiguë aussi. Et enfin, nous avons une zone maintenant, on appelle la zone de chaos. Là, on ne maîtrise rien. Donc, c'est vraiment, on ne maîtrise rien. C'est comme la période de Covid. Covid, je le mettrai ici, la zone de chaos. On vient, on vous dit, il faut 4 doses. Demain, on vous dit, non, il faut 2 doses. Demain, on vous dit, non, il faut confiner Gombe, laisser Bandal. On tâtonne, on est dans le chaos total. Voilà un peu. Donc, ce cadre-là ici nous permet de voir où est-ce qu'il faut, aller. OK? Donc là, nous voyons simple, méthode prédictive. Plus on commence à monter, plus on va dans les méthodes agiles, itératives. Dans les chaos, pour les solutions informatiques, on recommande d'aller utiliser les méthodes Kanban, les approches Kanban qui sont les méthodes agiles. Agilité. Agilité, agilité, agilité. Qu'est-ce qu'on a ici? L'agilité, c'est vieux. Ce n'est pas une nouveauté comme aujourd'hui on peut le croire. L'agilité, c'est vieux. C'est vieux, et comme la gestion de projet, comme science, comme discipline, la gestion de projet date de longtemps. Et
quand on dit discipline de gestion de projet, c'est les pyramides d'Égypte, par exemple, ont été gérées par des méthodologies. Ils avaient leur façon de faire et ils l'ont fait. L'agilité apparaît quand? L'agilité apparaît vers les années 90. Pendant cette révolution du digital, c'est là que l'agilité commence à apparaître. Le Scrum est né en 95. C'est en plein dedans, en pleine révolution du numérique, où le monde est drivé par du digital, du numérique. C'est là qu'ils font le Scrum. Et le manifeste agile, sur lequel on va se baser tout de suite là, il a 12 principes, il a 4 valeurs. Le manifeste agile, c'est sur base de ce manifeste-là que plusieurs frameworks sont construits. Les Scrum, les Safe, les Kanban sont construits sur ce manifeste agile. Juste une parenthèse, certains croient que l'agilité, les Scrum par exemple, c'est américain, c'est nouveau. On semble nous dire que Toyota a utilisé des méthodes agiles depuis les années 90, qu'ils appelaient TPS, pour la fabrication de voitures. Et on semble dire que Scrum c'est basé sur le principe du TPS japonais Toyota. Donc, c'est pour dire que l'agilité, ce n'est pas une nouveauté, ou ce n'est pas purement américain, ou ce n'est pas uniquement lié à l'informatique. Le quiz 4, malheureusement, on ne saura pas le faire. C'est une façon de pouvoir comprendre quelle est votre compétence en gestion de projet agile. C'est vrai que beaucoup ont été formés dans l'agilité, mais ils n'ont jamais utilisé comme méthode pour le projet. Voilà un peu. Donc, passons vite à notre sujet. On a dit plus haut, c'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir démontrer comment est-ce que par les méthodes agiles, on peut pouvoir être plus innovant. On s'est dit au départ qu'on a nos hypothèses, c'est sur les trois leviers décrits par Gary. Gary a décrit 3 leviers qui permettront de créer une entreprise agile qui va innover. Donc là, nous prenons d'abord le premier, c'est les 4 valeurs du manifeste agile. Et ces 4 valeurs, il y a 4. Et la première valeur, c'est, qu'est-ce qu'il dit? La première valeur, les individus et les interactions, plus que les processus et les outils. Le logiciel opérationnel, plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, plus que négociation contractuelle. Adaptation au changement, plus que suivre un plan. Ça veut dire quoi? Il y a 2 colonnes. Il y a 2 colonnes. Première colonne, deuxième colonne. Les agilistes, ils reconnaissent la valeur des éléments de la deuxième colonne. Ce n'est pas que l'agiliste, les outils, les process, la documentation, les plans, c'est rien. Non. Ils reconnaissent qu'il y a de la valeur dans la deuxième colonne. Mais ils ont privilégié les valeurs contenues dans la première colonne. Donc, quand il faut faire le choix entre documenter un produit ou le faire fonctionner, on va privilégier le faire fonctionner que documenter. Quand on va avoir un challenge entre les plans et s'adapter au changement, on privilégie l'adaptation que suivent les plans. Voilà maintenant. Scrum. En suivant les 3 challenges qui ont été soulevés par Gary, nous avons l'équipe Scrum. L'équipe Scrum, c'est une équipe très, très petite. 3 à 9 personnes qui sont auto-organisées. Il y a plusieurs disciplines dedans. Déjà, on voit une équipe qui est petite, il est plus flexible, il est plus créatif, il est plus productif. Et ça impacte sur l'innovation. On est flexible, on réfléchit rapidement et puis on avance. Communication. L'équipe étant petite, avec les pratiques agiles, la communication est quasi permanente entre les membres du projet. Et cela impacte encore sur la capacité d'innover, de faire. La prise de décision, elle est distributive. Contrairement au modèle prédictif, où il y a un chef de projet, et il y a toute une bureaucratie dans la gestion. L'agilité, non.
il y a un Scrum Master, les équipes, mais les décisions se prennent de manière distributive, soit par vote, par consensus entre les membres de l'équipe. Deuxième élément, c'est le feedback et s'adapter régulièrement. Ça répond directement à la question, au challenge des guerriers. Il faut être adaptatif. Il faut s'adapter vite, pouvoir innover. Et là, on voit tout de suite qu'avec l'agilité, il y a un feedback régulier du consommateur. Et les équipes sont prêtes à s'adapter rapidement à ces changements-là pour pouvoir satisfaire les clients. C'est encore un plus pour l'innovation. Et là, on voit tout de suite que le modèle agile, tel qu'il est défini par les valeurs, il remet en cause pas mal de théories connues jusque-là. On a les théoriciens comme Max Weber qui a parlé de la bureaucratie comme étant un modèle des valeurs. Il est remis en cause aujourd'hui. À l'époque, il a eu des effets, il a créé des entreprises productives. Mais aujourd'hui, il est mis en défi par la manière dont le monde est en train d'évoluer. Il y a les théories de Taylor. Taylor, on dit que c'est lui, on l'appelle, c'est lui le père de la science du management. Ces théories du management sont remises en cause aujourd'hui par cette façon qu'il faut gérer les équipes agiles et pouvoir innover. Deuxième élément, qui est de la valeur, on parle de logiciels qui fonctionnent plutôt que la documentation. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? L'agiliste, il va privilégier un produit qui fonctionne, qui est de chercher à les documenter. Imaginez que vous voulez monter un website, un site internet. Vous voulez écrire sur le papier tous les menus, tout ce qui sera dans les menus, ça sur le papier d'abord, avant d'appeler un webmaster pour pouvoir commencer à coder. Vous allez perdre tout votre temps à écrire. Passez à l'action. Passez à l'action. Comment il passe à l'action de l'agilité? Je donne 3 exemples rapidement pour gagner le temps. Je pense qu'on a largement dépassé. Et je vais vous donner même 5 minutes pour pouvoir échanger. Rapidement, comment est-ce qu'on peut passer à l'action et réduire la documentation? Il y a ce qu'on appelle les user stories dans l'agilité. Les user stories, c'est quoi? C'est une manière simpliste de définir une fonctionnalité. En tant qu'utilisateur, par exemple, je peux dire, OK, je veux une fonctionnalité qui me permet en tant qu'utilisateur de me loguer, de voir les produits et de payer ma facture. Ça, c'est une user story. C'est un à développer. Les MVP, c'est un autre concept de l'agilité. Minimum Valuable Product. C'est la version minimaliste, mais fonctionnelle d'un produit. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on peut avoir des idées. On peut faire un website, on peut se loguer dessus, on peut faire des commentaires. On a des idées, plein d'idées. Mais on n'a pas le temps de les faire dans les 2-3 jours qu'on le veut. On veut faire vite. On sélectionne les minimums qui vont donner de la valeur à l'utilisateur. Ça fait 2 ou 3 capacités qu'on va pouvoir développer et pouvoir donner à l'utilisateur ce qu'on va appeler les MVP. À ne pas confondre avec les POC qu'on a souvent dans les modèles prédictifs. Les POC, c'est les Proof of Concept. C'est différent. C'est différent. Les POC, c'est pratiquement, comment je peux dire, par exemple, je prends quel exemple? Par exemple, bon, prenons l'exemple des projets, par exemple, construire les écoles. On a un type d'école qu'on va construire dans toutes les provinces du pays. On peut dire, OK, on peut faire un concept, on demande dans une province. On construit par exemple à Kinshasa, l'école avec panneaux solaires, on voit comment ça marche. Et ça devient notre POC aussi, c'est un modèle productif. Et puis après, on prend les mêmes modèles, on les réplique partout ailleurs. Voilà un peu les POC différents du MVP. Une autre pratique qui permet d'aller vite sans documenter, avec moins de documentation, c'est une pratique agile, un démo ou un sprint review. C'est quoi? C'est une activité, c'est une réunion formelle où les équipes
ils présentent ce qu'ils ont développé. Et ils requièrent directement un feedback des consommateurs. C'est tellement rapide que l'utilisateur va commenter et les équipes vont noter là où il faut changer. On s'adapte continuellement, sans pour autant passer dans la documentation, bureaucratie, longue bureaucratie. Voilà. Donc, on peut aller beaucoup plus vite. Ça, c'est les 12 principes de l'agilité. Là, tout de suite, j'ai essayé, et malheureusement, on pouvait faire ça sur Slido. Malheureusement, on ne saura pas le faire, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on a? J'ai essayé de prendre les 3 leviers de Gary Hamel, essayer de les lier au principe de l'agilité. Satisfaire les clients en priorité, accueillir les changements, livraison fréquente et fonctionnelle, collaborer fréquemment avec les clients, soutenir les équipes et leur faire confiance, dialoguer en face, mesurer l'avancement, adapter au rythme. Ces 12, vous pouvez les voir. En tout cas, les 3 leviers de Hamel sont pratiquement dans presque toutes les valeurs de l'agilité. Pour dire que l'agilité et l'innovation, ça va ensemble. Pour innover, il faut être plus agile. Un autre élément, c'est les piliers du Scrum. Je ne sais pas si on me donne 5 minutes pour finir rapidement. Les piliers du Scrum. Scrum, c'est un des frameworks agile. Il y en a beaucoup. Il y a Scrum, il y a Safe, il y a PX, il y a Lean Agile, il y en a beaucoup. Je prends Scrum que je connais. Il a 3 piliers. Il y a la transparence, l'inspection, l'adaptation. Notre hypothèse, c'est les 3 leviers de Gary Hamel. Voilà tout de suite qu'avec la transparence, on va créer une équipe qui gagne. Honnêteté, ouverture, conscience, et on avance beaucoup plus vite. On communique avec transparence dans l'équipe, entre les membres de l'équipe. L'inspection, là c'est les boucles. On fait des rétrospectives, on fait des démos aux clients, on inspecte ce qu'on a fait, on s'adapte. L'adaptation dans la roue de Deming, même dans les prédictives, elle est toujours là. C'est une pratique, la gestion de la qualité. Donc, on s'adapte régulièrement, on fait un plan, on l'exécute, on check, on acte. C'est une boucle qui ne finit jamais, quoi. Une autre valeur agile importante, ici pour finir en fait, hein, en tout cas, vous pouvez parcourir les autres pratiques agiles et pouvoir les marier avec les leviers que Gary a définis. Vous allez voir que ça marche. Une autre qualité ici que je voulais soulever, l'équipe agile. On a une communication très fluide, ils sont ouverts d'esprit, ils parlent entre eux, ils ont un membre, le product owner, qui pratiquement représente les clients, qui fait les feedbacks clients, qui agit comme les clients dans l'équipe de développement. Donc, les 3 rôles principaux sont là. Il y a l'équipe agile, il y a le product owner, il y a le Scrum Master. Faisons un peu un zoom sur les rôles du Scrum Master. Il facilite les événements, il protège l'équipe, c'est lui qui fait les ponts entre, dans un monde safe, par exemple, c'est le Scrum Master qui fait les ponts entre les autres équipes Scrum. On est à l'échelle d'entreprise, il y a plusieurs équipes Scrum. Et le Scrum, il fait ces ponts-là. Il y a une qualité ici qu'il faut cultiver, c'est les servants leaders. On dit que le Scrum Master, pour pouvoir arriver à créer l'équipe qui gagne, l'équipe qui innove, il doit avoir un leadership de service, on appelle les servants leaders. On dit le leader serviteur, avant tout, renonce à la majeure partie de son autorité. Il place son équipe au centre de toutes ses considérations. Qualité pour pouvoir arriver à appliquer les valeurs et les principes agiles. En tout cas, je vous laisse lire les détails sur les qualités d'un leader servant. Elles sont là. Il y a les 10 qualités énumérées par certains
certains auteurs. Il y a l'écoute active, il y a l'empathie, la conscience, donc l'intelligence émotionnelle. Il a la persuasion, il persuade dans la conviction, il est prévoyant, il est relationnel, il crée le lien avec son équipe. Qu'est-ce qu'on dit? On a plusieurs modèles de leadership. Et en tout cas, je ne suis pas expert en leadership, mais les experts sont convaincus qu'il n'y a pas un modèle parfait, comme il n'y a pas un modèle mauvais. Et c'est comme les outils, on les choisit. Donc, le modèle de leadership doit être choisi par rapport à ce qu'on veut. Donc, ici, on recommande le leadership de service. L'autre leadership autoritaire, ça marche dans notre contexte. Leadership, c'est pas moi démocratique, ça marche ailleurs, dans notre contexte. Mais ici, on recommande un leadership des serviteurs. Un leadership qui va pouvoir donner confiance aux équipes. Imaginez-vous une équipe qui se veut innovatrice, où une erreur équivaut à une demande d'explication, ou équivaut carrément à licenciement. En tout cas, je doute fort qu'on soit capable d'innover dans ces conditions-là. Ou quand on essaie, si on échoue, on est viré du boulot. Donc, le Scrum Master, il a ces rôles-là pour pouvoir mettre son équipe en confiance, qui s'exprime librement. Certaines théories, bon, pas certaines théories, je suis chrétien comme beaucoup d'entre vous, en lisant les récits bibliques, la vie de Jésus, comme la Bible les décrit, c'est vraiment, il a beaucoup de qualités de leader servant, d'un servant leader. La manière dont il a géré ses disciples, il y a beaucoup de qualités de leader servant. D'ailleurs, on le dit pour presque tous les gourous ou tous les chefs religieux, ils ont ces leaderships-là. Leader servant. On dit aussi Mahomet, je ne suis pas musulman, je n'ai pas encore lu le Coran, on dit que Mahomet, il avait ces leaderships de servant leader. Donc, c'est un leader au service des autres pour pouvoir avoir cette confiance de son équipe. Je vous laisse lire. Il y a beaucoup d'articles sur leader servant, comment cultiver ses principes, ses qualités. Vous allez comprendre tout de suite que ça sont des soft skills. Les soft skills. Il y a les soft skills et les hard skills. Et je pense aujourd'hui, ce qui différencie des chefs de projet, ce n'est pas connaître, planifier un projet, calculer les retards, ce n'est pas ça. Ce qui différencie deux chefs de projet d'aujourd'hui, c'est ces qualités soft. Donc pour moi, c'est là même qui doit être notre focus d'apprentissage. On doit pouvoir se focaliser sur cultiver les qualités soft. Ça fait la différence. Il peut y avoir 50 certifications, PMP, discipline agile, plein de trucs, mais si tu as des soft skills faibles, tu seras un chef de projet moins efficace. Donc voilà, ça nous permet un peu de savoir qu'est-ce qu'il faut étudier, qu'est-ce qu'il faut apprendre. Excuse-moi, ici c'est rapidement, c'est juste quelques chiffres. Ça nous donne ici un peu les chiffres sur le projet, et chaque projet réussi. Donc là, on nous dit par exemple, le projet Agile, il a augmenté en termes de succès de projet. Avec Waterfall, on était à moins de 20% de projets qui réussissaient et 42 de projets Agile. Et ici, donc, les fails, on a diminué le nombre de projets qui échouent en agilité, pendant qu'en Waterfall, il y a plus de 20% de projets qui échouent. Les projets Challenging Projects sont des projets qui ont pu être réussis, mais qui ont été challengeants. Dans quel sens? Des projets pour lesquels, par exemple, on s'est rendu compte que peut-être le budget ne suffisait pas. C'est un projet challengeant. On a dit ajouter le budget, ou on s'est rendu compte que les timelines étaient courts, on a dit rallonger, c'est dans les pourcentages ici.
on voit qu'avec Waterfall, beaucoup de projets étaient challengeants. Parce qu'on prédit ce qui va venir. Il y a beaucoup de risques entre-temps. Voilà. Donc, pour aller vite, je pense qu'on a fini. On a fini. Comment s'adapter? Comment adapter l'agilité? Ici, il y a quelques chiffres. Des statistiques sur le marché américain, où on essaie de donner des statistiques. Qu'est-ce qui bloquerait l'agilité? Qu'est-ce qui bloquerait l'adoption de l'agilité? Donc, nous avons l'incohérence de process, la culture, un choc de culture, la culture d'entreprise congolaise, par exemple, et l'agilité, il y a un grand choc. Hein. Il y a un grand choc. Lorsque le chef, il est un servant, il y a un grand choc. Donc, il y a un choc. Le choc, il a un impact de 43%. Il y a l'expérience et les connaissances, le leadership. Et ici, l'image ici en dit beaucoup. Si on demande à l'auditoire ici, combien veut les changements, tout le monde va dire oui, on veut les changements. Et si on demande qui veut changer, très peu de gens vont vouloir changer. C'est les changements, on les fait avec les équipes. Et Guéry encore, excuse-moi, je parle de lui beaucoup. Guéry, dans un article, il a publié une enquête. L'enquête dit beaucoup sur l'attitude du changement. Il dit 79% des CEO estiment que l'innovation est une priorité absolue. Paradoxalement, 94% estiment que les organisations ne sont pas assez douées pour innover. C'est le paradoxe. Tout le monde veut les changements et personne ne veut changer. Donc, désolé, on a dépassé les 5 minutes. Je vais conclure. La conclusion. Ma conclusion est simple. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs sociétés qui vont proposer des accompagnements avec des agile coachs pour accompagner les entreprises à pouvoir aller dans l'agilité. Mais le grand défi reste la gestion des changements. Abandonner l'ancienne pratique. Je disais ici, les chocs de culture congolaise et l'agilité, c'est un grand choc. Parce que nos chefs, nos directeurs dans la fonction publique, avec le leadership servant, c'est les jours et la nuit. Donc, l'agilité dans la fonction publique, ça sera vraiment un choc. C'est un choc frontal. Deuxième chose, il faut adapter un mindset agile. Troisième chose, vivre l'agilité dans sa pratique avec ses valeurs et ses principes. Une culture d'amélioration continue. Donc, on ne se dit pas, quand on accepte l'agilité, c'est du tic au tac. Non, on doit pouvoir s'adapter continuellement. On fait aujourd'hui, on fait les rétrospectives mythiques, on évalue comment on fait, on s'adapte. Enfin, avoir une organisation capable d'innover et de passer à l'action pour rester compétitif dans le monde VUCA. On l'a vu, plus de 80% des sociétés qui étaient top 500 en 55 n'existent plus aux États-Unis aujourd'hui. C'est des startups qui ont pu continuer à bouffer les grosses machines qui n'ont pas pu s'adapter. Parce que les nouvelles sociétés, ils sont nés dans le monde VUCA, ils ont une culture VUCA, culture agile, donc ils n'ont pas à créer. Les grosses sociétés, les Boeing, les IBM, ils ont dit se refaire, se réinventer pour pouvoir adapter l'agilité. Et les photos qu'il y a ici en dit tout, c'est la synthèse. La première photo, j'ai dit que ça c'est l'assistant, le directeur il est là, les gars ils débarquent dans le bureau, et l'assistant dit non, mais chef, voilà le gars qui est venu installer l'agile. Ah, le gars il dit ah, c'est bien, bienvenue. Finalement, on va déployer l'agilité. Le gars, après il finit son truc, il dit ok, c'est bon, j'ai fini d'installer l'agilité, le process. C'est 20%, et les 80%, c'est à vous de changer votre mindset, d'avoir la culture agile. C'est déjà tout. Donc, il y a le process, il y a la culture qu'il faut avoir.
Et puis les derniers, c'est vraiment les paradoxes du changement. Les changements restent les défis. Là, on voit une image des gars qui tirent un chariot avec des roues pratiquement carrées. Ils le font depuis toujours comme ça. Un gars vient leur dire, écoute, vos roues là en carreau ne permettent pas d'avancer plus vite. Des roues sphériques en cylindre. Non, ils disent, non, on est busy, on est occupé. Laissez-nous. C'est quoi l'histoire? On fait toujours comme ça. Non, on fait ça marche toujours comme ça. Donc, il vient avec tes idées. Voilà un peu les contextes, les changements, les mindsets. Il faut être prêt à changer. Là, c'est pour finir. Je vous ai bouffé 5 ou 10 minutes. J'espère que les chapitres vont nous accorder 5 minutes pour discuter. Là, c'est les 3 images. C'est pour conclure, pour clore mon speech. Le premier, c'est Steve Jobs. Ce n'est pas un gars à présenter. C'est le fondateur d'Apple. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'innovation qui différencie les leaders des serviteurs, des suiveurs. Donc, tu as le choix d'innover pour être un leader ou d'être un suiveur. Tu restes suiveur ou tu choisis d'être leader. Mandela. Mandela, c'est un personnage emblématique. Sa phrase ici, c'est le mindset agile. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Rappelez-vous, dans l'innovation, c'est l'essai-erreur. On a 50% de chances de réussir, comme on a 50% de chances de réussir. C'est à vous de choisir. Vous essayez, vous échouez, vous arrêtez, ou vous essayez encore et encore. Ça, c'est un mindset agile. On doit pouvoir essayer sans avoir peur d'échouer, si on veut innover. La dernière citation, c'est mon gars, Gary Hamel, qui est un prof à Harvard. Il a écrit beaucoup d'articles sur l'innovation. Donc, depuis un temps, j'ai lu beaucoup d'articles quand je travaille sur l'innovation pour mon MBA. Et le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le problème avec le futur est qu'il est différent du présent. Si vous êtes incapable de penser différemment, alors le futur va être une surprise pour vous. Cette phrase s'est appliquée au CEO de Blockbuster, les gars qui faisaient louer les cassettes vidéo. Il avait prédit qu'il ne verrait pas Netflix. Au bout de 10 ans, Netflix l'a bouffé. Les gars a fermé l'entreprise. Voilà un peu. C'est vraiment la fin de mon histoire. Et je ne sais pas si on autorise, Gloria. L'idée, c'était de donner 5 minutes, 2 minutes ou 1 minute chacun aux volontaires qui veulent partager leur expérience sur la gestion de projet agile. 2 minutes, 1 minute par personne. Parce que c'est vraiment un partage d'expérience. Il y a plein de chefs de projet autour de la table ici. Et voilà. Donc, je ne sais pas, Gloria, comment on fait? On active le micro. Chacun, on prend les 5 premiers qui vont pouvoir nous partager l'expérience, je pense. On a M. Espérant qui est le premier à lever sa main. On prend les 5 premiers. Donc, le premier, c'est Espérant. M. Espérant. Donc, on prend les questions ou carrément on prend les questions. Les questions qu'il y a ici. Est-ce que vous m'entendez? On vous attend, M. Florent. D'accord, merci beaucoup. On prend les 5 premiers qui ont partagé l'expérience ou les questions, on discute et puis on peut clore les ponts. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup. C'est vraiment enrichissant. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais j'aurais ici voulu, avant de partager mon expérience, insister sur un aspect. Parce que quand on parle de l'agilité, pour nous, en tant que gestionnaires de projet, les concepts changent. C'est-à-dire, nous gérons maintenant les produits. Parce que, comme vous l'avez
dit dans la présentation, pour le projet, nous avons une limitation, les débuts et la fin. Mais avec l'agilité, c'est la vie d'un produit. Nous mettons le produit sur le marché, il doit évoluer, le cycle de vie du produit jusqu'à arriver au moment où nous l'enlevons du marché. Ça, c'est un premier élément que nous devrions considérer si nous entrons dans l'agilité. Le deuxième élément, c'est la difficulté que nous avons parce que tout le monde est habitué à avoir des projets avec des milestones et des plans prédéfinis. Il nous arrive dans la pratique, quand on est dans l'agilité, nous retrouver devant un chef qui vous dit, bon, quand est-ce que le projet va se terminer? Et ça, bon, beaucoup de gestionnaires de projets ont des difficultés en agilité à répondre à cette question. Parce qu'on n'a pas une planification prédictive pour dire que voilà, je le commence aujourd'hui. Nous avons juste des indications par rapport à comment nous évoluons avec la vélocité ou la vitesse de l'équipe. Ça, c'est deux éléments à considérer. Et le troisième élément dans mon expérience personnelle, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui croient qu'ils peuvent basculer de la gestion de projets classiques, le waterfall, vers l'agilité, sans pour autant se préparer. Comme le dernier slide que vous avez présenté, où on croit que l'agilité, on peut l'installer dans l'entreprise comme carrément un produit. Comme un programme. Oui, comme un programme. Et c'est là que c'est compliqué pour un gestionnaire de projet qui doit travailler dans l'agilité de faire passer le message. Alors, comment sortir de ce piège-là? Quand on embrasse une gestion agile, il faut avoir je conclue par là, il faut avoir le courage d'expliquer aux responsables de l'entreprise que la gestion agile nécessite de nouvelles méthodes de travail et qui s'acquièrent par la formation et par l'expérience. Un mindset, surtout changer le mindset. Comme on a dit, tout à fait. Les soft skills, c'est ça même le débat qui va différencier des PM aujourd'hui. Ce n'est pas connaître, planifier, non, c'est le leadership. C'est ce qui va différencier. Il faut qu'il y ait vraiment des team leaders parmi les gestionnaires de projet et l'équipe dirigeante de l'entreprise qui comprennent les fondements et les principes de l'agilité pour que cela réussisse. Merci beaucoup, M. Foran. Je vois une question. Agile égale Scrum. Non. Scrum, c'est un des frameworks Agile. Comme il y a Kanban, comme il y a Learn, comme il y a Safe. Donc, sont des méthodes, entre guillemets, ou des approches Agile. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience sur l'agilité. Il peut lever la main, comme M. Foran, comme ça on partage rapidement avant de clore le débat. On a dépassé les 15 minutes. Le temps nous a été imparti. OK. En tout cas, merci beaucoup. On pourra, je pense, organiser. Je vais demander au chapitre de voir si on peut pouvoir faire une série Agile. Je vais essayer de recommander. Je vais recommander un speaker. On a vu les grands challenges qu'il y a, c'est les changements. Donc, il faut une bonne gestion du changement dans l'entreprise. On a un speaker qui est un grand professeur, qui est vraiment expérimenté dans la gestion des changements organisationnels d'entreprise. Il pourra nous présenter la gestion des changements de manière globale, mais qu'on peut contextualiser dans le changement vers l'agilité. Et après ça, on peut pouvoir faire une autre présentation, une autre conférence avec un speaker qui va nous parler du leadership, les servants leaders. Ça, c'est vraiment de la matière que j'ai beaucoup aimé. Il y a à boire et à manger, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre quand on parle d'un leader servant. Il y a beaucoup à apprendre. Et je pense que ça serait bénéfique pour les membres du chapitre de pouvoir apprendre
avoir des leviers sur quoi agir pour pouvoir grandir en soft skills. Voilà un peu. Donc, c'est peut-être des conférences qui vont venir, les 2 conférences. Je vais parler avec les gars du chapitre, voir comment est-ce qu'on peut pouvoir les programmer. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, on peut clore l'école. Je ne vois plus Gloria du PMI, je vois André. Je ne sais pas qui peut clôturer la réunion ou nous-mêmes, comme il n'y a personne du chapitre qui est resté en ligne. C'est tout. En tout cas, c'était un plaisir de partager ensemble avec vous. Merci beaucoup. Je vois Dan, je vois Boubacar, je vois Céleste. Je peux activer vos micros, comme ça on peut peut-être glisser un mot avant de clôturer. Ok, bonsoir à tout le monde et au plaisir. Bonne soirée, au plaisir de nous revoir. Merci et bonne soirée. Désolé Bonsoir, pour. bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Ok. On En tout espère avoir cas, les, Au bonsoir revoir. à tous. on espère Je avoir les pense que slides. le chapitre va partager l'enregistrement. Et vous allez Nous pouvoir. qui- J'ai pu activer le Ok. micro. Ok, pour nous qui ne sommes Bonsoir, pas encore merci. membres du chapitre, on vous a suivi à partir de LinkedIn. Comment on fait pour avoir l'enregistrement et les slides surtout? Ils vont partager, je pense, ils vont partager l'enregistrement sur LinkedIn. Ah, Allô, ok. vous m'entendez? Ok. Oui, on vous entend, Boubacar. Ah, ok, merci, merci Kams pour cette présentation si riche. Merci à tous les participants. Nous allons voir au niveau du chapitre comment on pourra organiser une série de partages sur l'agilité, sur tout ce qui concerne l'approche agile et les différents aspects de l'agilité. Restez connectés à nos pages, à toutes nos plateformes et nous vous tiendrons informés. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. OK. S'il y a des certifiés qui ont participé, vous recevrez vos PTU. Et comme cela dit, la présentation vous sera partagée immédiatement après cet événement qu'on a eu, ce webinaire. Donc, on vous le partage, bon, pas vraiment immédiatement, on vous le partage ce soir ou demain dans la matinée. OK, c'est bon, merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.